Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et avec Xavier Roussel qui est directeur et fondateur de Isar Digital et on va justement parler de l'école qui vient de fêter ses 10 ans. Bienvenue dans Extra Life. Alors c'est parti, on va parler donc 10 ans. Donc l'école a été créée en 2001. C'est vrai déjà, ouais, 10 ans. C'est à la fois c'est beaucoup et puis en même temps, je suis très heureux d'avoir vécu 10 ans déjà avec l'école. Je sais pas, je commence par l'explication. Je pense que tu peux commencer sur les origines, le début. Oui. Comment tu as créé l'école, d'où tu viens, ton parcours. Au départ, moi j'étais donc professionnel, j'étais salarié. Au tout début, il vaut mieux commencer par le salariat, c'est quand même mieux pour comprendre un peu comment ça se passe dans une entreprise. Et donc j'ai travaillé dans une toute petite boîte qui s'appelait Silicium, hein, je peux en parler, voilà, start-up vraiment. Et on faisait des images de synthèse, déjà des spots pub pour des clients que j'allais voir avec un commercial et tout. Enfin bref, et où j'avais une grande liberté déjà de création. Donc ça c'était quand même très heureux, c'est que je repartais, je faisais storyboard, je présentais après aux clients et hop on faisait le spot, etc. Donc tout ça c'était super sympa. Malheureusement, les commerciaux de l'époque n'étaient pas tout à fait au fin de comment il fallait s'y prendre pour vendre et savoir derrière ce qu'ils vendaient, etc. Donc ça a périclité, mais ça m'a permis de rebondir sur une autre entreprise qui était beaucoup plus grosse. Et puis là, j'ai commencé à me sentir un peu seul dans cette très grosse entreprise. Et de là, j'ai eu vraiment l'envie de transmettre. Et comme j'avais déjà été en cours à la mairie de Paris quand j'étais tout petit, je me suis souvenu de ça, et j'y suis allé. Et ils étaient super enchantés. Je suis venu avec tous les trucs que j'avais créés, machin et tout. Et donc, j'ai commencé à donner des cours du soir. Et puis après, j'ai eu envie de créer ma boîte. Donc du soir, sur quel domaine? En images de synthèse, voilà. Et puis aussi pour raconter des petites histoires, pour faire des montages. À l'époque, j'avais pas assez de techno pour le jeu vidéo. Gérer les moteurs, les middleware temps réel, vraiment, c'était mais même c'est pas c'était carrément interne aux entreprises. Ouais, c'était super confidentiel. Donc ça c'était en 96, 97. Donc ça remonte un petit peu. Et puis donc j'ai créé ma boîte. Je travaillais aussi avec des potes qui avaient leur studio de jeux vidéo, qui eux du coup faisaient pas mal de projets, notamment pour Callisto à l'époque. Voilà. Et puis donc je les aidais, ça me faisait triper, c'était génial. J'étais en interaction. En fait quand j'ai créé sur les graphismes du coup. Ouais, mais aussi sur des animations du jeu. Alors c'est vrai que j'étais pas du tout Enfin, j'étais un petit peu dans le game design, mais pas trop quand même. C'était vraiment leur partie. Je donnais juste des intentions avec eux. Je participais, quoi. On participait vraiment de manière globale au projet. Sur quoi avec Callisto? En fait, c'était que des projets qui ont été foireux. C'est-à-dire comme pas mal de trucs Red Baron, par exemple, pour en citer qu'un, voilà, qui n'a pas marché. Et moi, très vite, en fait, ce que j'ai ressenti, c'était l'envie de... Parce que j'avais quand même ma boîte qui me faisait vraiment vivre, et le jeu vidéo, pour moi, c'était juste pour m'amuser. Donc j'ai ressenti vraiment un peu la solitude d'être dans un peu chez soi d'ailleurs, parce que j'avais ma boîte, j'étais chez moi, je faisais tout en autonomie, je faisais mes petits spots, mes vidéoclips, et je travaillais en interaction donc de temps en temps donc avec mes amis. Et c'est vrai que là j'ai senti ce moment de solitude. Et puis j'avais aussi de l'autre des besoins que moi-même je n'arrivais pas à avoir, c'est-à-dire je voulais un peu commencer à grossir et j'avais pas assez de compétences sur puisque je commençais à faire du temps réel en VRML à l'époque, qui était un peu le pendant du temps réel sur 3D Studio Max par exemple. Tu pouvais faire des commandes, etc. Et j'étais déjà un peu dans le serious game, j'avais des idées de développement sur le Mont Saint-Michel par exemple. Il manquait les compétences. Et voilà, j'ai manqué les compétences. Et puis mes amis pareil, ils me disaient la même chose et tout ça. Et du coup, comme je donnais des cours à la mairie de Paris du soir, et je voyais que c'était vraiment un échange extraordinaire avec des gens qui étaient là à chaque fois en train de me dire « Waouh, c'est génial !» Et donc, cette interaction a fait que j'ai eu vraiment envie de créer cette école-là. Mais quand je l'ai créée, ce que je voulais, c'était faire un truc où forcément c'était privé, donc j'avais pas d'aide de l'État ni quoi que ce soit. J'ai eu tout de suite l'envie de le faire en alternance, qui était un peu casse-figure parce qu'il n'y avait pas d'école en alternance dans ces domaines-là. Et c'est vrai que quand j'ai créé donc ce système, enfin de travailler en alternance dans ce système d'école, c'était déjà d'une part pour des étudiants qui n'avaient pas forcément des moyens et qui du coup, grâce à l'alternance, permettait de rémunérer et en même temps aussi d'être tout de suite en lien et aux prises avec le
voilà, le milieu, en étant dedans, quoi. Et donc, voilà, Isart, ça s'est fait sur un coin de table avec des amis professionnels avec qui m'ont donné l'énergie aussi de la créer, avec qui m'ont accompagné, puisqu'en fait, des gens de Catharsis ont donné des cours, qui étaient la boîte de mes potes, là, voilà. Et puis des gens que j'avais aussi rencontrés à la mairie de Paris, qui étaient talentueux aussi, qui avaient d'autres sphères, qui avaient d'autres talents, qui étaient vraiment complémentaires et qui sont encore aujourd'hui avec moi. Où j'ai même, je peux citer juste un nom, Geoffroy Givry, qui a été oscarisé 2 fois sur des effets spéciaux. Donc là, c'est des gros effets spéciaux sur sa boîte anglaise, enfin la boîte film pour oui, Golden Compass, la boussole d'or, entre autres, et puis d'autres. Mais alors là, voilà, je suis pas là pour faire un peu l'exécution. Non, c'était juste curiosité, anecdote. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, il m'a aidé dans ma création. C'était vraiment un des piliers. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir qu'il lui s'épanouit et il intervient toujours à Isart Digital quand il a le temps, quand il n'est pas à Wata ou à voilà des sociétés plutôt voilà. Alors déjà une Donc, petite chose. La boîte secret. À l'époque, est-ce que tu jouais beaucoup? Tu avais quel regard sur le jeu? Est-ce que c'était plutôt justement professionnel ou tu étais également un petit peu un gamer? Ah ouais, j'étais un gros gamer et en fait à un moment, quand j'ai créé ma boîte, j'avais décidé de ne plus toucher aux jeux vidéo parce que je voulais me concentrer sur mon business. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'il y a eu un jeu, je regardais le midi la télé, tout ça, et là, il y a eu Metal Gear. D'accord. Et là, j'ai fait, bon, allez, je replonge, j'achète la console. Mais en fait, non, j'ai régulé mon temps de jeu, voilà, le midi. Donc, à la place de regarder la télé, je jouais aux jeux vidéo. Donc, on comprend maintenant pourquoi aussi les chaînes télé sont un peu en colère contre le jeu vidéo. Hein, parce que quand on joue aux jeux vidéo, on regarde pas la télé, voilà. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus plusieurs télés donc dans les maisons. Donc, tu as la télé dans la chambre des enfants qui jouent. La télé sert plus tellement forcément à regarder la télé. C'est plutôt soit, d'abord, c'est plus une télé, c'est un écran plat qui sert la plupart du temps à surfer sur Internet. Et très sincèrement, je pense que vraiment les jeunes passent plus de temps à échanger sur le plan social. C'était une étude qui avait été faite, qui avait été commanditée, je crois, par Le Monde. Enfin, je pourrais vous ressortir les sources parce que j'avais noté ça intelligemment de côté parce que je trouvais ça bien. C'est que les jeunes ont l'impression, enfin tout le monde dit, enfin les médias essayent de dire que le jeu vidéo est très phagocytant et que ça fait vraiment des autistes qui ne sont plus ouverts aux autres. Et en fait non, l'étude montre que les jeunes, la première chose qu'ils font, c'est échanger sur le plan social, que ce soit par Internet, que ce soit naturellement, avec leur famille et avec leurs amis. Donc, et le jeu vidéo n'est pas là pour phagocyter ce temps-là. Quoi. Voilà. Bah justement, donc en créant une école, tu as eu l'occasion de voir un petit peu, bon, tu connaissais parce que tu avais bossé pour un développeur, mais de voir un petit peu les coulisses. Et c'est vrai qu'on se dit, genre, il y a plein de métiers différents. Pour créer un jeu, il y a le côté artistique, il y a la musique, il y a le game design, il y a le scénario, etc. Donc il a fallu quand même décider quelle formation créer et avec qui bosser. Ça s'est passé comment exactement? Ça s'est fait intuitivement parce que j'aime bien, enfin mon intuition m'a jamais trompé. Enfin je me suis quand même un peu planté parfois sur des profils qui étaient très professionnels. Alors c'est là où je me suis planté en fait. Je dirais mon expérience en tant que directeur d'école, parce que on apprend vraiment, c'est un métier où il n'y a pas d'école pour être directeur d'école. Et puis d'abord, c'était pas un plan de carrière auquel j'avais vraiment pensé auparavant. C'est venu vraiment naturellement, encore une fois avec le feeling, avec vraiment cette interaction, cette envie de partage. C'est vraiment cette envie de partage. Des talents, des gens avec qui j'aime travailler, les faire travailler avec moi au service d'une noble cause, des élèves, des jeunes qui ont envie vraiment d'apprendre un métier et le faire le plus sincèrement possible. Ça, c'est très important, c'est d'être sincère. Alors, au départ, donc, cinéma d'anime et en même temps, jeux vidéo. C'est-à-dire, ça a été d'abord un tronc commun au départ et ensuite une bifurcation et très vite, dès la deuxième année, j'ai fait... Oui, si tu voulais... Non, vas-y, continue. D'accord. Donc très vite, eh bien, voilà, les chemins se sont séparés. Je dirais que ce qui a été difficile, c'était la formation game design, surtout vis-à-vis des professionnels qui trouvaient ça très prétentieux au départ. Parce que game design, d'abord, c'était pas encore très établi déjà dans la tête, même des boîtes françaises, peut-être même des boîtes à l'étranger aussi. Le mot game designer était encore assez flou. Moi, ce que j'avais compris de ce que la quintessence même pour moi du terme game design, c'était mécanique de jeu et mécanisme de jeu, point barre, et donner du plaisir aux joueurs dans l'interaction, ce qui fait le cœur d'un jeu vidéo, ce qui fait voilà, qu'un jeu, c'est un jeu et pas un film. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, donc, très, je dirais,
posément, j'aurais dit, écoutez, vous savez, ils sortent game design, mais pas, en tout cas, pas avec l'étiquette game design, ils vont l'apprendre en étant avec l'expérience avec vous dans l'interaction, etc. Voilà, exactement. Donc, je les ai un peu rassurés, puis ils ont commencé à goûter. Pareil, le contrat, à l'époque, c'était le contrat de qualification, ça, c'était mais inconnu au bataillon pour les entreprises de ce secteur-là. Il se trouve qu'en 2001, quand j'ai créé l'école, alors j'étais un peu malheureux, c'est que c'était la grosse crise du jeu vidéo. C'était le bouillon total, toutes les boîtes fermées, alors Cryo, par exemple, pour en citer qu'une, voilà. Donc c'était un peu difficile, et en même temps, ce qui est marrant, c'est que le contrat de qualification était vraiment là pour prendre le relais, pour éviter de prendre des risques à, je dirais, quand la boîte est un peu branlante, un contrat de qualification, c'est quelqu'un qu'on a sur une année entière, sans trop prendre de risques financiers, parce que c'est vrai que ça coûte quand même relativement moins cher qu'un salarié, même si, bien sûr, c'est un jeune qui est quand même... pourquoi moins cher? Parce qu'il y a aussi du temps qui passe à l'école, hein, donc c'est pas du temps plein déjà. Et puis... c'est aussi de la formation. Et puis, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que pour les entreprises qui étaient quand même dans cette non-visibilité de crise, etc., c'était un bon moyen pour elles de quand même prendre des gens sur des projets qui étaient assez ambitieux, sur lesquels ils étaient positionnés, sans trop prendre trop de risques. Voilà, impacter sur leur organisation et financière et de visibilité financière. Donc ça, c'était un point important. À l'époque, donc c'est particulier parce que à moins que tu voulais poser une question peut-être. Non, non, simplement 10 ans après. Ouais. Est-ce que les formations que tu proposes dans ton école, elles couvrent tous les domaines du jeu vidéo? Ou est-ce qu'il y en a certains qui se font pas? Je prends des exemples, par exemple, tout ce qui est skills, tout ce qui est compétences d'écriture, par exemple, pour les scénars ou pour les backgrounds, tout ce qui est musical aussi, éventuellement. Alors, il faut savoir, par exemple, tiens, donne-moi un exemple d'un jeu où il y a eu vraiment une écriture scénaristique, je sais pas... Flippante, t'en as plein. Bon, allez, on va prendre Xenogears. GTA 4. GTA 4. Bon, GTA 4, ou même... alors, je dirais, GTA 4, il y a eu d'abord des mécanismes de jeu qui ont été créés. Tout comme, par exemple, je peux te donner un exemple sur Assassin's Creed, où il y a quand même une scénarisation. Hein. Ouais, bien sûr. Eh bien, en fait, il faut comprendre que d'abord, c'est des intentions de mécanique de jeu qui ont fait naître ensuite un contexte et un contenu scénaristique. D'accord, donc la première étape, c'est d'abord les mécaniques de jeu. Pourquoi? Parce que c'est d'abord ce que tu vas ressentir. Et l'inverse, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant longtemps, on pestait après toutes les licences qui étaient minables quand ça sortait. C'est toujours un peu le cas. Bon, mais en fait, pourquoi? Parce que partir d'une proposition scénaristique, mais c'est pas du tout la même proposition que de faire des mécaniques de jeu. Tu veux dire que c'est pas comme ça qu'on bosse, quoi? Non. Et c'est du coup super casse-figure pour les game designers de partir déjà d'une contrainte qui est un scénario établi pour faire des mécaniques de jeu et une interaction. Donc, du coup, l'inverse marche très très bien et l'autre est très difficile et très casse-figure. Donc toi, tu t'es spécialisé en formation sur le game design. D'abord sur le game design, parce que pour moi, c'était le cœur, et c'est le cœur de la création d'un jeu vidéo. Ce sont les intentions de game design qui vont fédérer un projet, qui vont vraiment faire que derrière, des game artistes vont imaginer un univers, que des programmeurs vont se casser pour te faire le meilleur programme qui va te permettre de générer des foules ou je ne sais pas. Enfin voilà. Alors c'est complètement vrai. Mais ce qu'il a aussi, c'est le sound design d'une manière générale, parce que quelle que soit la production, que ce soit un film, un jeu vidéo ou quoi que ce soit, le sound design participe, dans certains cas, jusqu'à 50% de l'expérience que tu vas vivre. Est-ce que ça aussi tu le couvres? Alors le sound design, je rigole parce que j'anticipais déjà sur la réponse que j'allais faire. En fait, c'est pas drôle. Parce que le sound design peut-être n'est pas assujetti au droit d'auteur. Je pense que ça, à la limite, il y a du boulot. Maintenant, il n'y a pas 10 000 places pour faire du sound design, parce que, soyons clairs, une production peut se faire avec peu de gens en sound design au regard des gens qui vont être game designers ou encore mieux programmeurs, si tu veux, voilà. Et donc, moi, j'ai pas été encore sur le son, et là, je vais te dire, c'est touche la corde sensible, parce que je suis quand même en train d'essayer de voir comment concilier à la fois un espace, parce qu'il faut quand même de l'espace pour faire du son, sans avoir trop d'élèves. Parce qu'éventuellement, peut-être, pourquoi pas, mais alors du bout des doigts, c'est-à-dire 6 élèves, peut-être 10 élèves maximum, pour les former au son. Mais c'est vrai que, je dirais, en tout cas pour les musiques de jeux vidéo, il y a un énorme problème en France, et je suis très heureux que tu me poses la question. C'est la SACEM qui te tombe dessus, même si l'artiste
te dis non mais moi je suis pas inscrit à la SACEM, je travaille en tant qu'indépendant, on fait un deal, je touche éventuellement alors au mieux des royalties ou sinon c'est carrément tu me payes comptant sur mon travail. Il se trouve que le lendemain, ton jeu sort, il va à la SACEM et c'est rétroactif. C'est pour ça que la plupart des studios en France travaillent davantage avec des gens à l'étranger pour les musiques de jeux. Et même les indés, les indés ne peuvent pas, parce que le jeu vidéo, si vous voulez, n'est pas organisé autour du droit d'auteur, contrairement au film, au cinéma, voilà. Et donc, ni les consoliers, ni les éditeurs ne veulent rentrer dans ces méandres du droit d'auteur qui sont trop complexes à gérer aujourd'hui, tel que l'industrie du jeu est organisée. Et je voudrais rajouter à ça, c'est aussi peut-être, et sûrement pour ça, que quand on regarde, si je compare le cinéma et le jeu vidéo, on a quand même beaucoup de boîtes de jeux vidéo qui salarient, et beaucoup moins en proportion sur le cinéma, qui salarient aussi. Alors il y en a quelques-unes quand même, d'ailleurs que je félicite, qui sont aussi en partenaire. Je pense à Cube Creative ou Micros, etc., qui salarient des gens. Et eux, ils acceptent, mais alors, je dirais, d'ailleurs, je sais pas comment, parce que quand on est salarié, si en plus on doit gérer des droits d'auteur pour chaque salarié, mais ça devient une galère dans la mesure où en plus l'URSSAF derrière peut retomber dessus en disant, mais attendez, là, ce que vous avez fait toucher à votre salarié, mais c'est pour nous, ça, c'est des charges que vous n'avez pas payées, des charges salariales, donc, on va vous retoquer. Voilà, donc voilà la problématique qu'il n'y a pas en jeu vidéo, et ça c'est un fait. Ça aussi, je dirais, il y a un autre problème. Enfin, là c'est mon dada. Là vous m'avez touché là. C'est que par exemple, quand on est auteur, Vous comprenez ouais, Voilà, donc attention là. Je suis pas salarié, je suis auteur d'abord. Voilà. Donc et puis les autres, ils sont pas auteurs. Moi je suis auteur, mais les autres sont pas auteurs. Donc, c'est un peu mon projet, quoi. Voilà. Donc, tout le problème est là. Et c'est vrai qu'on est tout le temps, ça c'est problématique du film, tout le temps en train de gérer les égos des auteurs quand ils sont en plus jeunes. Ils ont le désavantage d'être jeunes, entre guillemets. Ils ont l'inconvénient d'être jeunes par rapport au fait qu'effectivement, du coup, ça peut très vite leur monter à la tête. Il suffit qu'effectivement, le peu d'expérience, ils arrivent, et heureusement, certains jeunes auteurs arrivent à faire des choses en série, notamment, etc. Et bien, c'est ça qu'il faut gérer en plus. C'est un espèce d'ego. Et donc, quand vous travaillez en équipe, parce que quand même, les projets, c'est quand même des projets d'équipe, c'est ça, encore une fois, en plus à gérer. Ce qui est génial, moi je trouve. Dans tous les milieux, du coup, mais oui, mais en jeu vidéo quand même. Nous, en tout cas, à l'école, c'est vrai que on a eu ce problème-là quand même à gérer un petit peu. Le gars qui est game designer se croit un peu le centre du monde et the king of the world. Game designer, vous créez des égos of the jeu vidéo, quoi, the video game. Et comment? En créant des game designers, vous créez des égos, c'est-à-dire des créatifs, des gens susceptibles de gérer moi, je dirais, moins maintenant, parce que sincèrement, et là vraiment, je dis une réalité, parce qu'on a eu 9 projets cette année qui ont matché. Il y en a eu certains qui ont mis du temps à matcher, parce que, comme je dis toujours, la mayonnaise, c'est comme un groupe de rock, il faut qu'elle prenne. Et en fait, je dirais, la première chose que je crois vraiment les game designers maintenant comprennent, c'est que s'ils n'ont pas le game artiste qui vient leur faire une super travail d'équipe. Une putain de proposition, une super proposition pour être poli, de game art, d'univers graphique qui vont transcender ces intentions de game design, il se passera rien. D'accord. Donc vous focalisez sur le teamwork. C'est un vrai travail d'équipe, c'est un vrai travail managérial. C'est-à-dire, le game designer, il s'assied à côté du game artist, le game artist s'assied à côté du game designer. Ils travaillent d'égal à égal. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Un univers graphique va apporter d'autres idées d'intention de mécanique de jeu. Je prends un exemple classique, un jeu par exemple, de boîte qui roule, etc. Les game artists ont imaginé que ça serait dans une ville, finalement, ce serait sur des buildings. Ils ont imaginé une ville en construction avec des grues. Les grues peuvent servir après au game designer comme mécanique de jeu. Et donc, vous voyez, c'est du step by step. C'est vraiment win-win. Donc, c'est ça aujourd'hui qui existe. C'est vraiment un sentiment d'équipe. Et s'il n'y a pas ce sentiment d'équipe, il n'y a rien au finish. Pour revenir un petit peu au game design, c'est vrai qu'au tout début, il y a 10-15 ans, les game designers étaient aussi programmeurs, graphistes, etc. Ils faisaient tout. Donc, c'est un métier qui s'est créé. Au fur et à mesure des années, qui a évolué. Et en plus, c'est un métier qui est différent en fonction des studios. Donc un game designer au sein d'Ubisoft ne sera pas forcément exactement un game designer au sein de THQ. Il y a plein de postes différents. Alors, comment faire pour créer une formation qui corresponde un petit peu à tous les éditeurs et au milieu en général, sur un poste qui évolue? Je vais te dire... je sais pas si on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Je vais te dire, en fait...
je vais être assez basique pour rester simple. C'est qu'en gros, il y a un peu un solfège du game design. Si tu veux, il y a des choses, il y a des bases. Voilà. Et donc, après, je dirais, il y a des bases, mais c'est pas que des bases. C'est-à-dire, c'est pas du genre des notes de musique. C'est qu'en fait, il faut les expérimenter. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as beau faire un game design document, je dirais, tu peux toujours imaginer ce que tu voudras, mais le fun, il n'est pas écrit sur le papier, quoi. Oui, tu vois. C'est le fun, ça se vit, quoi. Et c'est ça, le job du game designer, c'est de créer du fun. Et souvent, c'est un peu comme un business plan quand tu crées ta boîte. C'est entre le papier et la réalité, bah, il va falloir s'adapter. Et le talent du game designer, c'est qu'il va pas s'accrocher à ces foutues idées de départ qui étaient peut-être, il y a quand même une bonne intuition, mais il faudra qu'il surfe sur la vague du fun pour trouver son chemin et aller là où c'est le plus pertinent finalement. Et tant pis sur le développement, c'est une histoire d'itération. On commence avec un proto, ensuite il va évoluer. Le prototype permet ça. Le prototype vraiment, nous, nos élèves, ce qui est fantastique, alors, c'est de voir l'évolution. Parce que je crois qu'il y a aussi des questions sur l'évolution. Ah oui, carrément, c'est 10 ans. Évolution, 10 ans. C'est des trucs. Hein. C'est qu'en fait, c'est des trucs. Vous avez gagné. Après, parle-nous des projets dont on a entendu parler. Je crois qu'on t'appelle. Alors vas-y, explique-nous. Donc, t'étais parti sur. En fait, je dirais là où ça a évolué, c'est que, alors. Juste pour finir quand même sur, il y a plusieurs types de jeux effectivement. Entre guillemets, il y a des jeux de course, par exemple des jeux de voiture. Il y a des, nous en tout cas, on leur permet de vraiment aller là où ils ont l'intuition d'aller sur un concept et de faire. Et l'évolution des 10 années, c'est surtout, par exemple, j'ai un exemple type. J'ai perdu le fil sur l'autre truc, mais c'est pas grave. Ouais. Okay. C'est que au tout début, moi je me souviens, waouh. Putain, t'as mes premiers contrats de qualification. Ça y est, tu rentres dans la boîte de jeux vidéo. Ça y est, il va être juste testeur. Génial, je suis trop content, tu vas être testeur de jeu. Testeur, c'est un très bon début. Hein, bien sûr. En plus, bon, en tant qu'élève, c'est parfait. Parce que tu découvres tous les méandres, toutes les contraintes de qu'est-ce que tu dois remonter comme information qui doivent être très, très fiables parce que c'est là-dessus que s'appuient les équipes de dev pour corriger le tir. Donc, on était heureux. Enfin, moi, j'étais super heureux. Les premiers contrats, c'était génial. Après, deuxième évolution. Ah ouais, t'as un contrat de qualif, tu vas être game designer. Ça y est, t'es rentré game designer en contrat de qualif. Ou alors t'as évolué de testeur à game designer. Génial, super. Waouh, c'est le top. Après, ça a été... ah ouais, t'as réussi à trouver un éditeur... Non, avant ça, t'es game designer, maintenant t'es lead game designer en tant qu'élève. Waouh! T'es lead game designer dans une boîte de jeux vidéo alors que t'es encore élève. Waouh, génial! Truc de fou. Véridique, sur un jeu qui a rapporté un maximum de public, entre guillemets, Alexandra Lederman. Ah bah ouais, bah oui, voilà. Faut pas avoir quoi. Un petit jeu, non, moi non plus, hein. Je joue pas Alexandra Lederman, mais il y a des filles des gamines de 14 ans et on est encore en train d'en produire la suite, là, hein, juste pour vous dire. On est en 2011, hein. Et moi je vous parle peut-être de 2004, je crois, dans ces eaux-là. Et donc, lead game designer, élève sur un projet quand même incroyable, quoi. Enfin, il savait pas à l'époque que ça allait rapporter autant. Je pense que s'ils avaient su, peut-être qu'ils l'auraient pas mis, mais en même temps, c'est lui qui a apporté le talent sur ce projet-là. Donc, et la suite, ça a été, tu sors de l'école, waouh, ton projet a trouvé un éditeur, tu vas créer ta boîte, génial, c'est super. Et la dernière étape, c'est, waouh, t'es élève, t'as été édité, t'as créé ta boîte. Et j'en ai un dans la poche, là, c'est le cas, j'ai découvert ça là il y a pas longtemps, juste avant le Tokyo Game Show. Un projet avec Bulkypix, je remercie Bulkypix quand même d'avoir su vraiment faire que mes élèves puissent, voilà, donc à éditer. Et donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est que mes élèves, avant même de sortir de l'école, ils ont produit un jeu grand public qui s'achète dans le commerce, enfin j'allais dire dans le commerce virtuellement, en tout cas, mais dans un Apple Store, donc commerce quand même, voilà, virtuel. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, c'est que on n'aurait pas imaginé cette rapidité avec laquelle
les choses aujourd'hui se font et où les élèves maintenant, alors on les rend matures aussi pour ça, pour qu'ils arrivent à produire des jeux cohérents qui répondent à un marché, qui répondent à un public, qui répondent à simplement du fun. Je pense que c'est ça d'abord. C'est qu'ils n'ont pas de plan lié, on fait pas de marketing en tout cas. On voit un peu les aspects quand même des contraintes des gros studios qui ont une cellule marketing qui est très importante et qui compte énormément. Mais nous, bien sûr, comme ils ont la chance d'être élèves et que les conséquences sont pas dramatiques s'ils se plantent, ils font un peu le projet de leur rêve. À partir du moment où c'est cohérent et où ça tient la route, on leur dit allez-y, quoi. D'accord, mais alors d'une manière générale, donc quand tu rentres dans à Isart, digital, ouais. Les chances d'intégrer une équipe de développement en France ou à l'étranger, elles sont grandes. Je veux dire, concrètement, je suis un jeune bien dans mon temps, je rentre à Isart. Est-ce que je vais bosser dans le jeu vidéo de manière sûre et certaine ou à 80%? Alors déjà, nous, on fait quand même je sais pas, c'est un mot fort, mais un écrémage. C'est-à-dire qu'on voit déjà, par rapport à nos après, l'élève peut, pour X raisons, ne pas être suffisamment mature. Enfin, il peut y avoir plein de raisons à ça. Mais c'est vrai que, déjà, il y a des tests. Il y a un concours d'entrée. Oui, il y a un concours d'entrée. Ah, t'as vu, ok. Ouais, voilà. Donc, il y a un concours d'entrée, effectivement. Au finish, on n'en accepte que très peu. Et donc, déjà, il y a une première section. Après, même si vous rentrez à Isart Digital, c'est pas fini. Je dirais, vous allez tester sur l'année. On est une école, je dirais, à la limite, là, c'est là où on est une école classique. C'est qu'on a des conseils de classe, on a des évaluations constantes. On regarde énormément les retards et absences. Je peux vous garantir que ça fait partie de nos critères. Les critères aussi, quand on leur demande de faire un CV, il faut qu'ils le fassent. De le réactualiser, il faut qu'ils le fassent. Ils sont notés là-dessus. Ils sont en interaction aussi avec notre responsable des relations entreprises qui tout de suite leur explique un petit peu comment ça se passe, comment ils doivent se positionner par rapport à l'entreprise, parce que tout ça c'est nouveau pour eux quand ils arrivent. Ils sortent du bac pour certains, d'autres avec un bac plus 2, donc ça va dépendre aussi du niveau où on les recrute, voilà. Et nous on est très fiers aussi d'avoir un diplôme homologué par l'État, donc à bac plus 4, game design, donc voilà. Et c'est une formation sur 3 ans, parce que j'estime que le cycle quand même perpétuel de renouveau et de création va très vite dans le jeu vidéo, et que tout change très très vite. Et déjà 3 ans c'est très bien. Nous ça nous permet d'avoir une vision sur le market de 3 années, on essaye d'anticiper un petit peu tout ce qui va se passer à travers des choses émergentes. Parce qu'on fait une veille aussi en interne, parce que moi j'ai des gens en R&D qui viennent de différentes entreprises, que ce soit Dassault Systèmes, vous voyez, une entreprise classique, mais des gens qui du coup ont vraiment une culture high-tech de tout ce qui se fait en termes de technologie par exemple interactive, et puis de l'autre des gens qui viennent de chez Ubisoft, Lexis Numérique. Voilà, et puis... Du coup, là, donc, on va conclure bientôt. 10 ans. Oui, donc, 10 ans, est-ce que tu peux te projeter? Une claque, là, 10 ans. Quelles sont les prochaines étapes pour l'école? Alors, c'est un peu stratégique. Est-ce que c'est de nouvelles formations? Alors les nouvelles formations, c'est vrai qu'au départ, on est parti juste sur le cursus Game Design. Ouais. Après, on a étoffé 2 ans après ou 3 ans après sur la Game Art. Après, l'année dernière, on a ouvert la Web Mobile Game Design Programming, entre guillemets, qui est vraiment sur les mécanismes de monétisation, les mécanismes d'agrégation sociale. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a encore changé. On fait plus un jeu comme avant. C'est la première chose maintenant qui vient à l'esprit quand on fait un jeu. Alors ça, c'est un peu malheureux quand même. Sur un point, c'est que mes élèves, ils n'ont pas forcément envie de ça. Et c'est vrai que c'est un peu dur à faire rentrer cette idée-là. C'est que maintenant, quand on conçoit un game design, il faut aussi en parallèle avoir un œil sur quel modèle économique on va choisir. Tout à fait. Ça, c'est un peu... Bon, alors nous, on ne veut pas non plus trop les formater à ça, parce que c'est vrai que l'élan game design pur, machin et tout, c'est ce qui fait quand même triper un petit peu les choses, et il faut les laisser dans cette fraîcheur, etc. Mais on leur donne quand même. Donc effectivement, allez, je vais lâcher un truc. L'année prochaine, je lance la formation Producer. Voilà. Avec, alors, peu d'élèves. Ça sera, je pense, d'abord priorité à ceux qui auront des ailes pour ça à la fin d'une spécialisation. Alors, en général, quand même, quand ils sont game designers, ils aiment bien partir faire du game design. Maintenant, il y en a qui ont envie de créer leur boîte aussi et d'être producteur. Ça permet de bien formaliser encore plus les choses. Même si on fait des business week au sein des formations, même en game art, je dirais, les gars, ils doivent savoir, même si c'est des artistes, comprendre un petit peu que tout ça, ça a des coûts, quoi, le coût du temps qui passe, etc.
La contrainte aussi, déjà ils l'ont aussi sur le fait qu'ils doivent travailler en entreprise et aussi faire un projet d'école. Donc ça c'est une énorme contrainte, mais qui leur donne une notion du temps très importante. C'est que le temps est compté et qu'il est précieux. Et ça c'est vrai que ça dégouline pas, quoi. Ils ont pas une année entière tranquille, confortablement assis au coin du feu dans notre jouer aux dernières nouveautés sur PS3. en train de se dire tiens qu'est-ce qu'on va rajouter comme ça. Non, c'est vrai que là ils sont à chaque fois dans un rythme très serré entre l'école et l'entreprise. Donc effectivement le futur, on est toujours dans le futur, on est toujours dans qu'est-ce qu'on va faire. Pour là par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été les premiers, là je suis vraiment très fier, l'année dernière en créant la Web Mobile Game, à, je dirais, donner des cours de HTML5. HTML5, on a été, mais ça c'est ce que mon spécialiste, qui est en plus vraiment spécialiste des réseaux sociaux, parce qu'il a créé avant une start-up, il avait levé 7 millions d'euros quand même, faut quand même pas dire, hein, c'est pas rien. Hein. Ils étaient 8 associés, bon après, quand on est 8 associés, ça peut un peu péricliter au niveau des choix et des envies, donc lui il est parti de là. Mais donc c'était le spécialiste des réseaux. Et c'est vrai que, comme je suis fatigué, je viens de perdre le fil. Il a poussé justement à créer. Oui, donc voilà le HTML5, il l'a mis en place, exactement, et il m'a dit, on est les seuls à l'avoir fait, mais around the world. Du coup, c'est vrai qu'on organise des barcamps en fait sur des thématiques où on invite nos anciens élèves, parce que j'ai une autre communauté, c'est aussi nos anciens élèves, c'est la richesse de notre école. On les invite à assister à tous ces barcamps et où il y a eu Google qui est venu. La personne nommée donc la game développeuse advocate chez Google, Lily Thompson pour la citer, parce que trop génial, super simple, à l'américaine quoi. Elle est venue très simplement, elle venait des États-Unis, elle est venue vraiment faire sa conf dans ce barcamp qu'on avait organisé à ISA. Voilà, donc c'est vrai que nos élèves sont vraiment dans le groove, on va dire, de ce qui se fait de plus pointu. Parce que l'HTML5, pareil, ils ont fait un jeu sur Google Chrome Store. Et figurez-vous, on a gelé l'écran et c'est pas du triturage. On pourra toujours demander à Google. On avait notre premier jeu, donc Tolf, à côté d'Angry Bird. C'est pas mal. Hier. Angry Bird, c'est un petit jeu. Alors, il est resté. Ils en ont vendu 3, 4. Pour être honnête, il est resté une semaine, voilà, à côté. En plus, le jeu était pas entièrement fini, il n'était pas encore monétisable, etc. Bon, bref. Merci pour toutes ces petites anecdotes, de nous avoir un petit peu fait participer à la vie de l'école, à ce qui se passe, un petit peu comment ça a évolué, et vers quoi vous tendez. Je pensais pas être autant à l'aise avec vous, là, mais c'était super sympa. C'était très sympa, merci beaucoup. On essaiera de faire ça plus souvent, justement, de recevoir des gens qui travaillent dans le milieu de l'enseignement lié aux jeux vidéo. C'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles qui existent, et donc c'est bien qu'on ait des formations qui permettent aux gens qui sont fans de jeux, qui ont envie de travailler dans ce domaine-là, de pouvoir le faire concrètement. Donc ça c'est cool. Il y a encore quelques années, c'était vraiment genre autodidacte, tu te démerdais en fait pour entrer dans une boîte. Là, il y a des formations qui existent pour pouvoir bosser dans son domaine. Donc ça c'est bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Médoc. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.